Salut à toutes et à tous, voilà, nous y sommes, le dernier chapitre de SNK est sorti, cette œuvre est terminée malheureusement, mais bon, faut bien que ça se finisse un jour, mais voilà que, eh bien, je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de déçus parmi la communauté après cette sortie de chapitre, et donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo dans laquelle je vais expliquer et contre-argumenter tous les arguments qui ont été énoncés comme quoi cette fin serait mauvaise. Et pour ça, je vais prendre pour exemple Blackjack, c'est quelqu'un qui fait partie de ma communauté et je le prends pour exemple parce qu'il a sorti des bons arguments. Faut savoir que je suis plutôt d'accord avec certains points qui me dérangent, même si je sais qu'ils sont justifiables et qui sont du coup légitimes dans la logique du manga d'Isayama. Alors déjà on va commencer par le premier argument. Eren Yeager n'avait pas besoin d'aller jusqu'à tuer 80% de la population mondiale pour passer pour le méchant. Même moi dans le chapitre ça m'a un peu tilté parce que voilà, c'est tu es un connard Eren, tu as tué 80% de la population, on ne peut pas te pardonner. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'était nécessaire qu'il meure, parce que ce personnage, il ne pouvait que mourir, parce que tu ne peux pas excuser ça. Même si on comprend pourquoi il l'a fait maintenant avec ce chapitre, on ne peut pas excuser ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Par contre, on peut expliquer pourquoi il l'a fait, et en même temps dire si c'est nécessaire ou non. Et effectivement, c'était nécessaire pour que les habitants de Paradis puissent vivre en paix, mais aussi, du coup, comme ils ont perdu leur pouvoir de titan dans le chapitre, pour qu'ils aient le temps de renouveler leurs forces militaires, pour équilibrer un petit peu les forces géopolitiques. Ça peut paraître paradoxal, mais c'était nécessaire. Au final, il a bien fait pour l'humanité qu'il a toujours protégée, et bon, ça a un coup. Ça a un gros coup. Alors, Eren décrédibilisé, ça, c'est aussi un truc qui m'a fait tilter pendant ce chapitre. Vraiment, c'est ridicule. On passe d'un mec stylé, un antagoniste incroyable, qui a quand même fait tous les trucs les plus ignobles, même le cannibalisme, il est passé par tous les trucs les plus horribles. Et là, on voit une espèce d'enfant gâté. On dirait un petit peu ces cons d'enfants là dans les supermarchés quand ils gueulent. Ils veulent quelque chose et ils se mettent à chialer par terre. C'est insupportable et ça m'a fait penser à ça. Mais dans les scènes comme ça, il faut toujours se poser une question. Est-ce que l'auteur sait ce qu'il fait? Et là, en l'occurrence, Isayama le dit lui-même à travers Armin. Armin dit « Arrête-toi là, c'est ridicule ». Après, il faut aussi comprendre un petit peu Eren dans cette situation-là, s'il est comme ça, c'est parce que il est mourant, il sait qu'il va mourir bientôt. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui sait qu'il va mourir dans quelques heures, dans quelques jours. Généralement, t'as pas très envie de mourir, donc forcément, tu vas avoir des réactions un petit peu bizarres, surtout que Eren, c'est pas nouveau, il est très instable. Alors là, voilà, il fait pitié, il fait de la peine, et je pense que c'est aussi voilà, on le fait passer pour le gentil finalement dans ce dernier chapitre, mais il a toujours un côté sombre. Là quand même il pleure parce qu'il veut pas que Mikasa sorte avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est calme-toi, 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 d'accord? Redescends sur terre, tu es fou. Alors ensuite, on va passer à un autre argument. Celui-là aussi m'a fait un peu tilter sur le coup, mais il y a aussi une explication. Ymir qui au final était esclave du roi Fritz parce qu'elle en était amoureuse. Alors peut-être que je me trompe, j'essaye de me souvenir, mais est-ce que vous pouvez me citer un couple dans SNK? Parce qu'il y avait le couple là tout au début qui passe très vite à la trappe, mais à part eux, personne n'est en couple, personne ne sait ce qu'est l'amour en fait. Au final, Ymir, est-ce que c'est si différent que ça? Ymir, c'est une esclave qui est esclave parce que, vu sa condition, de toute façon, elle ne pouvait être qu'esclave, mais en plus de ça, elle est esclave par amour. Est-ce que c'est une relation saine? Bah non. Du coup, si vous n'avez pas compris pourquoi elle se libère, entre guillemets, grâce à Mikasa, c'est parce que, Mikasa, c'est la personne qui, depuis le début, se met en couple avec Eren. Elle y arrive au final, avec post-mortem. C'est bête, mais il me semble, c'est les seuls personnages qui s'embrassent de toute l'histoire. Et Ymir assiste à cette scène, c'est pas anodin. Elle assiste à ce qu'est l'amour véritable. Bon après, c'est glauque et tout, il y a toute une symbolique. Mais il y a une explication quand même, c'est logique si vous voulez. Il faut toujours se remettre dans ce contexte. Personne ne sait ce qu'est l'amour, et là, Ymir y assiste. Pour la première fois, on va dire. Elle y a déjà assisté auparavant, mais là c'est quand même un amour... je sais pas, vous êtes certainement amoureux de quelqu'un. Si cette personne a la tête séparée de son corps, je suis pas sûr que vous ayez très envie de l'embrasser. Vu
ce qu'on apprend dans ce chapitre, on pourrait croire que la discussion entre Eren et Reiner perd de son sens, parce que effectivement, Eren l'explique dans ce chapitre, grâce au pouvoir de l'assaillant et de l'originel combiné, il peut aller dans le passé, tout ça, et influencer ce qu'on avait déjà vu avec Grisha auparavant. Et là, il aurait pu donner un ordre au titan souriant pour dévorer Bertolt et en gros empêcher que sa mère meure. Mais il ne l'a pas fait. Ça, on va y revenir plus tard. Mais pour ce qui est du coup de Reiner et Bertolt, il faut pas oublier une chose, c'est que Reiner, Bertolt et tous les autres primordiaux qui sont en vie ont une réaction quand l'originel donne un ordre, mais ils ne sont pas soumis à lui. Ce qui veut dire que Bertolt et Reiner, c'est toujours à cause d'eux que la mère de Eren est morte. C'est aussi, on l'apprend dans le chapitre, un choix délibéré d'Eren, on va comprendre pourquoi après, mais c'est toujours à cause de Reiner et Bertolt si l'histoire a débuté. Pourquoi Eren a laissé le titan souriant dévorer sa mère? Bah ça, on en revient aussi à Grisha, quand il a influencé Grisha pour qu'il obtienne l'originel. En fait, ce qui est fort avec le personnage d'Eren, c'est que s'il est libre, c'est parce que tous les autres personnages sont soumis à ses propres choix. En gros, Eren influence les gens dans le passé et tout pour influencer sur sa propre vie à lui. S'il n'avait pas influencé Grisha, peut-être qu'il n'aurait jamais eu l'originel par exemple. S'il n'avait pas laissé, c'est là où c'est très important, le titan souriant dévorer sa mère, l'histoire qu'on connaît n'aurait jamais vu le jour. Du coup, Eren, c'est un personnage qui s'est auto-réalisé, il s'est auto-créé on va dire, parce que il avait le choix d'avoir une vie différente et il ne l'a pas choisi pour qu'au final tous les gens qu'il aime puissent vivre très vieux, etc. etc. Donc ça peut paraître anodin aussi, mais au final, ça a une explication, c'est que la mort de sa mère, Eren, pour son développement, pour libérer Paradis, etc., la mort de sa mère, elle est nécessaire. Bref, retenez que Eren, en gros, s'est auto-créé, et ça c'est beau. C'est beau, mais c'est triste. Voilà, c'est beau. J'ai envie de chialer. Je chiale? Non. Alors, maintenant, l'explication du parasite. Alors ça, c'est un truc, je ne comprends pas en fait pourquoi vous ne comprenez pas. En fait, le parasite, qui est un machin préhistorique, là je sais plus comment ça s'appelle, la première fois qu'il nous est présenté, c'est avec la conversation entre Sig et Armin. En gros, ce que Sig déplore avec les Eldiens, tout ça, c'est que, en fait, ils ne font suivre que ce que la vie elle-même leur dicte de faire. C'est-à-dire se reproduire, se multiplier, etc. Et faire ce que la sélection naturelle fait, survivre, voilà, se reproduire, faire que les meilleurs gagnent. Et donc, là, le parasite, qui était sous un arbre dans un espèce de, on va dire ça comme ça, un espèce d'utérus, qui attendait un hôte pour pouvoir vivre, ou plutôt net, il se trouve que ce personnage, ça a été Ymir. Et quand Ymir tombe dans cette espèce de cuve là, ça fait un peu penser, vous savez, comme si c'était un embryon, quoi. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Naissance du premier titan. Ce qui est dit là, c'est que le parasite et Ymir ne font plus qu'un, ils naissent. Enfin, ils renaissent plutôt. Du coup, pourquoi c'était important dans le 138e chapitre de montrer le parasite qui se débat, qui fait tout pour survivre? Parce qu'il est programmé pour ça. Et donc, si ça implique de se créer une armée pour pouvoir battre Reiner et tout ça, pour rejoindre son nouvel hôte, qui est une fusion entre Eren et Ymir, parce que c'est ça, hein. Enfin, en gros, comme ils ont pactisé, c'est Eren qui devient le nouvel hôte. Du coup, au final, le parasite est fait pour rejoindre son hôte, et il y a toute une symbolique entre Eren qui est quand même décapité. De toute façon, dans son titan, il ne se régénère pas. On va dire ça comme ça, c'est que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Si on pouvait résumer ça, c'est que Eren et le parasite, qui autrefois ne faisait plus qu'un avec Ymir, mais bon, comme Eren et Ymir ne font plus qu'un, voilà, la vie d'Eren ne tient plus qu'à un fil qui est le parasite. Du coup, c'était nécessaire non seulement de montrer l'origine des titans encore une fois, mais aussi de montrer avec la disparition du parasite et la détransformation des titans non seulement primordiaux mais aussi surtout des titans normaux qui normalement ne pouvaient pas le faire. C'était important de montrer ça pour bien faire comprendre au lecteur que le pouvoir des titans a disparu. Parce que autant quand Armin vient et dit Omar on peut vous prouver qu'il n'y a plus de titans, certes il a des arguments, mais pour les lecteurs ça n'aurait pas suffi, on est bien d'accord. D'un point de vue du lecteur, il faut montrer les choses. C'est comme, vous savez, cette fameuse phrase, pas de cadavre, pas de mort. Donc c'est pour ça que c'est très important de montrer les choses. Ensuite, le père de l'enfant d'Historia ne serait donc pas Eren finalement. Ça, c'est explicite. Isayama ne nous le dit pas, c'est fait exprès. Il faut quand même ne pas oublier qu'il y a toute une symbolique aussi dans le découpage. Quand vous voyez à la page précédente que Mikasa tient la tête d'Eren morte et que dans l'autre, Historia tient la tête
de son enfant en vie, sachant que Eren portait de l'intérêt quand même à Historia, c'est pas anodin. Historia et Mikasa, c'est les deux rivales, on va dire. Est-ce que c'est son enfant? On ne sait pas, on ne peut pas le prouver, mais il y a de gros indices déjà dans les précédents chapitres, etc. Genre quand Eren dit je voudrais un enfant et que tout de suite il y a l'image de Historia, ça aussi, c'est explicite. Après, on ne sait pas, mais vu la tête de l'enfant, etc., ça fait quand même un petit peu penser à Eren. On va passer au point qui m'a posé le plus de soucis en fait, alors qui est explicable très facilement d'ailleurs, mais quand j'ai lu ça en fait je me suis dit mais putain, mais en fait c'est peut-être ça en fait, cette la fin tragique et la fin douce amère que Isayama nous propose, c'est que bah, en fait tout ça n'a servi pas quasiment à rien, et encore si ça a servi à quelque chose parce qu'il y a un équilibrage des forces, mais au final ce qui Paradis devient, c'est un état fasciste. Et ça, il y a plusieurs points très intéressants. En fait, déjà, il faut remettre dans le contexte historique que Isayama dépeint. C'est-à-dire que la guerre qu'on a connue, c'était l'équivalent de la Première Guerre mondiale. On est bien d'accord là-dessus, il y avait des tranchées, des trucs comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous montre comme conséquence du grand terrassement? C'est que 80% de la population est morte, certes, mais on nous montre aussi des gens qui, après cette fin de Première Guerre mondiale, sont dans des camps, font la queue pour manger, etc. Ça fait bien évidemment référence à une certaine crise économique qui est arrivée dans les années 29, et qui a impacté ensuite toutes les années 30, jusqu'à arriver à la Deuxième Guerre mondiale, on va y revenir. Et d'autant plus intéressant, c'est que le panel juste après, la page d'après, ça nous montre quoi? Ça nous montre les conséquences de ce traumatisme, c'est que les gens ont repris les armes et sont repartis une nouvelle fois en guerre. Et sur Paradis, les gens, ils pensent que c'est toujours cette espèce de héros qui voulait détruire tout le monde, mais en fait, il s'est fait passer pour le grand méchant, etc. On le sait. Nous, ses amis le savent, ses compagnons le savent, mais les gens sur Paradis ne le savent pas. Et du coup, ils le vénèrent comme, si vous voulez, c'est un parallèle, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est un parallèle avec la vénération dans les états fascistes de l'Antiquité, notamment par exemple de Mussolini. Mussolini, vous savez qu'il a repris par exemple le geste de Rome, il l'a changé, il l'a perverti, si vous voulez, en symbole fasciste. C'est ça qui est très intéressant, c'est que au final, ces gens qui ignorent la vérité pervertissent ce qu'on a connu, c'est-à-dire que le salut sur le cœur, tout ça, il est perverti. Tout le but d'Eren est perverti. Et du coup, forcément, les gens se radicalisent. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre histoire à nous. C'est pour ça que si vous voulez, ça m'a fait tilter, moi aussi, parce que je me suis dit, putain, mais tout ça pour ça, mais au final, c'est logique. On l'a connu. Du coup, eh bien écoutez, voilà, je crois que c'est fini pour les contre-arguments que j'avais à citer. Écoutez, si vous avez d'autres contre-arguments ou arguments, etc., n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je les lirai. C'est pas une façon de dire oui, mais c'est pour le référencement. Non, non, là c'est que je trouve que c'est quand même important et intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui sont déçus et je suis déçu de cette déception parce que ce chapitre n'enlève rien à la grandeur de SNK, croyez-moi. Bref, du coup, je vous remercie de m'avoir écouté et bisous, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ah oui.